est basée sur une stratégie qui est aussi basée sur les moyens hygiéno-diététiques, les médications et l'éducation thérapeutique permettant d'atteindre des objectifs métaboliques personnalisés. L'OMS définit le diabète sucré comme un groupe de maladies métaboliques caractérisé par une hyperglycémie chronique résultant d'un défaut de sécrétion et ou d'action de l'insuline sur ses organes cibles. Le diabète sucré est la maladie métabolique la plus fréquente au monde. Selon la Fédération internationale du diabète, le nombre de personnes vivant avec le diabète dans le monde en 2019 était à 463 millions. Ce chiffre atteindra 700 millions d'ici 2045, soit une augmentation de 51%. En Afrique subsaharienne, cette augmentation va atteindre 143% et sera constituée essentiellement du diabète de type 2 et en milieu urbain. En 2019, en Afrique, environ 60% des personnes vivant avec le diabète n'étaient pas diagnostiquées. L'OMS classe les diabètes sucrés en 4 groupes. Nous avons le diabète de type 1 qui représente 10 à 15% de l'ensemble des diabètes sucrés, qui lui est classé en 2 sous-types. Nous avons le diabète de type 1 auto-humain qui représente 90% du diabète de type 1, qui inclut le diabète de type 1 lent ou encore appelé l'ADA. Nous avons le deuxième sous-type qui est le diabète idiopathique qui représente 10% du diabète de type 1. Il faut savoir que le diabète de type 1 est dû à une autodestruction des cellules bêta-pancréatiques. Et cette destruction, elle est essentiellement due à l'infiltration des îlots par des lymphocytes T cytotoxiques CD8. Le diabète de type 1 survient lorsque 80 à 90% des cellules bêta sont détruites. Les anticorps impliqués dans l'insuline pancréatique sont au nombre de 5. Nous avons l'anticorps anti-ULO, les anticorps anti-GAD, anti-IAD, les anticorps anti-insuline et le nouvel anticorps anti-ZNT8. En plus de ces facteurs auto-humains, il existe une prédisposition génétique, même si dans 95% des cas, il n'existe pas d'antécédents familiaux de diabète de type 1. Également, les facteurs environnementaux qui sont incriminés, tels que certaines infections, les facteurs nutritionnels, certains agents chimiques toxiques pour la cellule bêta. Un patient génétiquement prédisposé soumis à un facteur d'environnement va activer son système immunitaire. Au début, le pancréas étant intact, la tolérance glycosique est normale. Avec le temps, la masse insulaire va être progressivement détruite et lorsqu'elle sera détruite à plus de 80%, le diabète de type 1 clinique s'installe. Quant au diabète de type 2, de plus loin le plus fréquent, il représente 80 à 90% de l'ensemble des diabètes. Il est caractérisé par un défaut d'action de l'insuline sur ses organes cibles et un défaut de sécrétion de l'insuline. L'insulinorésistance hépatique et musculaire qui se développe de manière parallèle avec une augmentation du poids et une diminution de l'activité physique va être compensée par une augmentation de la sécrétion d'insuline par un pancréas normal pour maintenir une glycémie normale. Avec le temps, la capacité des cellules bêta pancréatiques à sécréter l'insuline va s'affaiblir progressivement et celle-ci va conduire à l'apparition d'une intolérance au glucose, d'une hyperglycémie modérée à jeune, puis d'un diabète avéré. Le diabète, plusieurs facteurs favorisent la survenue du diabète de type 2. Nous avons entre autres la prédisposition héréditaire,
dans 20 à 80%, et les facteurs environnementaux tels que la suralimentation, la sédentarité, l'obésité, surtout abdominale, l'âge et autres. Dans la physiopathologie du diabète de type 2, le rôle du tissu adipeux, du rein, du cerveau et du tractus gastro-intestinal est maintenant bien décrit. Et il vient compléter le triumvirat qui est composé du foie, du muscle et de la cellule bêta. Qu'est-ce qui se passe au niveau du tissu adipeux? Le rôle du tissu adipeux étant de stocker les lipides sous l'action de l'insuline en situation postprandiale, et ces stocks seront mobilisés en période de jeûne pour fournir des substrats énergétiques nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme. Au cours du diabète de type 2, on observe une résistance des cellules adipocytaires qui va entraîner une augmentation de la concentration des acides gras libres. L'augmentation chronique de la concentration des acides gras libres va entraîner une insulinorésistance pancréatique et musculaire et une inhibition de la sécrétion de l'insuline. Cette théorie est appelée la lipotoxicité. Les reins filtrent 160 grammes par jour de glucose, dont 100% va être réabsorbé au niveau du tube contrôlé proximal par les transporteurs de glucose SGLT1 et SGLT2. En cas d'hyperglycémie majeure, la capacité de réabsorption rénale est dépassée. Il s'installe alors une glucosurie. Cependant, en cas de diabète, une réponse adaptative se met en place et sera caractérisée par une surexpression des transporteurs de glucose SGLT2 qui va conduire à une augmentation de la capture de glucose au niveau tubulaire. Comme le foie, le muscle ou le tissu adipeux, le cerveau pourrait aussi être soumis à l'insulinorésistance. Comment? L'insuline a une fonction physiologique de la satiété centrale. Chez les personnes obèses insulinorésistantes, on remarque que les aires hypothalamiques qui sont impliquées dans la régulation de l'appétit ne répondent pas normalement à une charge de glucose, malgré des concentrations élevées de l'insuline. Ceci est appelé insulinorésistance cérébrale. Au niveau du tractus gastro-intestinal, il y a une diminution de l'effet incrétine. Qu'est-ce que c'est qu'un effet incrétine? C'est la potentialisation de la sécrétion de l'insuline lorsque le glucose est ingéré par la voie orale. Et cette action est le fait de deux hormones qui sont sécrétées au niveau du tractus gastro-intestinal. Il s'agit du glycagon-like peptide 1 ou GLP1 qui est sécrété par les cellules L du côlon et le gastric inhibitory polypeptidique qui est sécrété par les cellules K duodénales. Qu'est-ce qui se passe en cas de diabète de type 2? On observe un déficit en GLP1 et une résistance à son action. Et cela va conduire à une augmentation paradoxale du glucagon et un défaut d'inhibition de la production hépatique de glucose en situation postprandiale. Nous avons également le diabète gestationnel qui représente la troisième classe. C'est un diabète qui survient généralement entre la 24e et la 28e semaine d'aménorrhée et qui disparaît après l'accouchement. La classe des diabètes spécifiques ou encore diabète secondaire est constituée des diabètes monogéniques
qui est constitué des diabètes de type maudit, qui sont au nombre de 6, le diabète mitochondrial et le syndrome de Wolfram. Nous avons également les diabètes qui sont secondaires à des pathologies pancréatiques, telles qu'une pancréatectomie totale, un cancer du pancréas, une pancréatite chronique calcifiante éthylique, des diabètes tropicaux, une hématochromatose ou une mucoviscidose. Nous avons aussi les diabètes qui sont secondaires à certaines endocrinopathies, à savoir l'acromégalie, un hypercorticisme, le phéochromocytome, une hyperthyroïdie, un hyperaldostéronisme, un glucagonome ou un somatostatinome. Certains médicaments peuvent entraîner une destruction des cellules bêta ou une diminution de la sécrétion d'insuline ou entraîner une insulinorésistance qui conduit à un diabète. Le diagnostic du diabète peut se faire devant plusieurs situations. Il peut être dirigé devant un syndrome polydypsique qui peut s'installer de manière brutale ou progressive et qui est lié à une hyperglycémie. Lorsqu'une glycémie dépasse le seuil de réabsorption rénale, il se produit une glucosurie. Le glucose étant une substance osmotique, une diurèse osmotique s'installe. Lorsque cette perte hydrique est importante, une soif compensatrice s'installe, appelée la polydipsie. La glucosurie provoque une perte de calories, donc peut entraîner un amaigrissement. Également une asthénie d'intensité variable. Devant un tableau de syndrome cardinal, il faut éliminer une urgence métabolique inaugurale qui peut être une cétose ou une hyperosmolarité qui nécessite un traitement en urgence. Le diagnostic peut aussi être dirigé devant des complications métaboliques aiguës, infectieuses ou encore devant des complications chroniques. Il peut également se faire chez des sujets à risque, un sujet dont l'âge est supérieur ou égal à 40, un sujet ayant un antécédent familial du diabète au premier degré, un sujet en surpoids ou en obésité, un sujet hypertendu ou avec une dyslipidémie, ou une femme avec un antécédent de macrosomie fétale ou un diabète gestationnel. Le diagnostic peut aussi être systématique lors d'un bilan de santé, d'une campagne de dépistage comme on le fait bien le 14 novembre, Journée mondiale de lutte contre le diabète, ou lors d'un départ au pèlerinage ou la médecine du travail. Le diagnostic du diabète se fait avec plusieurs moyens. Nous avons entre autres la glycémie à jeun qui se réalise après un jeûne calorique de 8 heures. Une glycémie faite à jeûne après 8 heures de jeûne qui est comprise entre 0,7 et 1,10 g par litre est considérée comme normale. On parle d'hyperglycémie modérée à jeûne si la glycémie à jeûne est comprise entre 1,10 et 1,25 g par litre. Il s'agit d'un diabète sucré lorsqu'une glycémie à jeûne est supérieure ou égale à 1,26 g par litre. Ou une glycémie faite à n'importe quel moment de la journée qui revient inférieure ou égale à 40 g par litre, elle est considérée comme normale. Et lorsque cette glycémie casuelle est supérieure ou égale à 2 g par litre et est accompagnée des signes cliniques d'hyperglycémie, on pourra poser le diagnostic d'un diabète sucré. Nous avons aussi comme moyen l'hyperglycémie provoquée par voie orale, qui a pour objectif de déterminer la tolérance au glucose suite à une charge de 75 kg de 75 g de glucose anhydride.
Une glycémie 2 heures après une charge orale de 115 grammes est considérée comme normale lorsqu'elle est inférieure ou égale à 1,40 g par litre. On parle d'intolérance au glucose lorsque 2 heures après la charge orale, la glycémie est comprise entre 1,40 et 1,99 g par litre. On parle d'un diabète sucré si cette glycémie 2 heures après l'hyperglycémie provoquée par voie orale est supérieure ou égale à 2 g par litre. Nous avons aussi comme élément la mesure de l'hémoglobine glyquée. C'est vrai qu'il y a certains pays qui ne l'ont pas accepté encore pour le diagnostic, mais plutôt pour le suivi. Mais dans un bon nombre de pays, cet élément est aussi utilisé pour le diagnostic. Une personne est considérée diabétique lorsque son hémoglobine glyquée est supérieure ou égale à 6,5%. Une fois le diagnostic de diabète sucré posé, plusieurs éléments vont orienter vers le type de diabète. Là, nous avons un tableau qui résume les caractéristiques d'un profil de diabète de type 1 et d'un profil de diabète de type 2. Les antécédents familiaux du diabète sont plus retrouvés en cas de diabète de type 2 qu'un diabète de type 1. L'âge de survenue, la vie, le diabète de type 1 survient plutôt avant 55 ans, avant 35 ans, pardon, mais on pouvait quand même le retrouver à tout âge. Il y a ce qu'on appelle le diabète de type 1, lent qui peut survenir même à 65 ans ou plus. Le début du diabète de type 1, il est plutôt rapide ou explosif, tandis que celui du diabète de type 2 est lent ou insidieux. L'un dans l'autre, on peut retrouver toujours un facteur déclenchant de découverte du diabète. La symptomatologie, elle est plutôt brillante en cas d'un diabète de type 1. Elle est pauvre ou absente en cas d'un diabète de type 2. Le poids, il est plutôt normal ou maigre chez un diabétique de type 1. Contrairement à un diabète de type 2 où on peut retrouver une obésité ou un surpoids. L'hyperglycémie au diagnostic, elle est majeure, voire supérieure à 3 grammes en cas d'un diabète de type 1, alors que dans le diabète de type 1, elle peut être inférieure à 2 grammes par litre. Une cétose est souvent présente en cas de découverte, à la découverte d'un diabète de type 1. Et les complications dégénératives au diagnostic sont plutôt absentes en cas d'un diabète de type 2. Tandis que dans 50% des cas, le diabète de type 2 est découvert à travers les complications. Et bien entendu, la cause principale de mortalité en cas de diabète de type 1 reste l'insuffisance rénale, tandis que dans le diabète de type 2, dans les maladies cardiovasculaires. Le bilan d'auto-immunité peut également être réalisé lorsque nous Bonsoir à suspectons tous. un Je profil pense de que... diabète de type 1. Allô? Nous avons les anticorps anti-GAD qui sont présents dans 80% de buts de diabète. Nous avons les anticorps anti-IAD qui sont présents dans 38 à 115%. Les anticorps anti-insuline qu'on retrouve généralement chez les enfants avant l'âge de 5 ans qui sont présents dans 30 à 40% des cas. Nous avons les anticorps anti-ILO dans 70% des cas et les anticorps anti-ZNT8 dans 60 à 80%. Nous pouvons aussi nous servir du dosage de la C-peptide pour vérifier la réserve insulinique qui est effondrée en cas de diabète de type 1 et qui est plutôt normale ou augmentée dans le diabète de type 2. Quelles sont les complications liées au diabète sucré? Nous avons entre autres les complications aiguës, métaboliques, qui constituent une urgence thérapeutique médicale, qui sont le coma cétoacidosique, le coma hyperosmolaire, qui peut être un coma par acidose lactique, un coma hypoglycémique chez le diabétique. Il peut également être des complications infectieuses qui peuvent être cutanées, pulmonaires ou génitales. Les complications chroniques du diabète. Nous avons les complications microangiopathiques constituées de la rétinopathie diabétique,
la neuropathie diabétique, la néphropathie diabétique et les complications macrovasculaires. Parlons de la prise en charge du diabète. Elle doit être globale. Un sujet diabétique doit être pris en charge dans sa globalité. Il ne s'agit pas seulement de réguler la glycémie sur le patient, il faudrait le prendre dans sa globalité. Le but de cette prise en charge est d'équilibrer le diabète tout en évitant la survenue des hypoglycémies, de prévenir et ou traiter les complications qui peuvent en découler et de prendre en charge les autres facteurs de risque qui sont associés au diabète. Comme moyen, nous avons les mesures hygiéno-diététiques, nous avons les antidiabétiques oraux et injectables. La diététique du diabétique. L'alimentation doit être hypocalorique en cas d'un surpoids ou d'une obésité. Limiter la consommation des aliments gras et privilégier la consommation des aliments riches en fibres. Un objectif de perte de poids de 5 à 10% au diagnostic de la maladie en cas de surcharge pondérale. Il faut avant tout corriger les troubles du comportement alimentaire qui présentent le sujet. La diététique doit être prescrite en tenant compte du poids du patient, de son activité physique, de ses habitudes alimentaires, de ses interdits et coutumes, évidemment, et les contraintes professionnelles. L'activité physique régulière a des intérêts nombreux, tels qu'une diminution de l'incidence du diabète de type 2 dans une population à risque, l'amélioration de l'insulinorésistance et des paramètres métaboliques, l'amélioration des chiffres tensionnels à l'effort, une augmentation de la masse maigre, une diminution de la masse grasse. Avant toute prescription d'activité physique, il faudrait faire une évaluation cardiologique et podologique. Choisir le type de l'exercice physique, l'intensité, la durée, tout en tenant compte des contre-indications qui existent. Les contre-indications à l'activité physique telles que l'insuffisance coronaire non stabilisée, hypertension artérielle d'effort, une rétinopathie proliférante non stabilisée. Les objectifs de la prise en charge du diabète de type 2. Les objectifs glycémiques doivent être personnalisés et adaptés à chaque patient. Chaque patient a ses objectifs selon son âge, selon sa motivation, selon les comorbidités associées au diabète, selon l'ancienneté du diabète, son activité physique et autres. Également, les objectifs visent à réduire les facteurs de risque cardiovasculaire. Cette prise en charge est constituée de mesures hygiéno-diététiques dans un premier lieu et de la prescription de médicaments. Il faut savoir qu'en cas de diabète de type 2, la metformine reste le traitement de première intention, sauf en cas de contre-indication. Ici, nous avons les classes pharmacologiques des antidiabétiques oraux. Nous avons les antidiabétiques oraux action insulino-sécrétrice, tels que les sulfamides, les glinides, les incrétinomimétiques. Nous avons les antidiabétiques qui agissent sur l'insulinorésistance. Nous avons les antidiabétiques qui limitent les apports de glucose, tels que les inhibiteurs de l'alpha-glucosidase. Nous avons les inhibiteurs du cotransporteur sodium potassium du type 2. Ici, nous avons un algorithme
qui est proposé pour l'initiation et l'intensification du traitement du diabète de type 2 en Afrique subsaharienne. Selon le profil du patient, en première ligne, nous avons les mesures hygiéno-diététiques associées à la metformine, soit les mesures hygiéno-diététiques associées au sulfonyluréa. Lorsqu'il y a échec de la première ligne faite des mesures hygiéno-diététiques et de la metformine, on peut passer à une bithérapie associée à metformine et sulfonyluréa. De l'autre côté, lorsqu'il y a échec des mesures hygiéno-diététiques associées au sulfonyluréa, on peut passer à une bithérapie associant un sulfonyluréa à un inhibiteur de la DPP4 ou un sulfonyluréa à la carbose. Nous avons aussi un traitement de 3 lignes en cas d'échec de la deuxième ligne et un traitement de la 4e ligne en cas d'échec de la 3e ligne. La stratégie proposée par la Société francophone de diabète en cas de monothérapie par la metformine, en cas d'échec de cette monothérapie, la bithérapie initiale proposée, elle peut être faite d'une association de la metformine avec un inhibiteur de la DPP4, la metformine avec un sulfamide hypoglycémiant, de la metformine avec un agoniste des récepteurs du GLP-1 ou soit la metformine avec les autres options. Ici, nous avons une bithérapie initiale faite de la metformine et des sulfamides hypoglycémiants. Et là, nous avons la proposition, les recommandations de la Société francophone du diabète pour la stratégie thérapeutique. Là, nous avons une bithérapie faite de la metformine et de la DPP4. En cas d'échec, vous avez les différentes options. On peut associer cette metformine avec un analogue du GLP-1, plus ou moins un inhibiteur de un sulfamide hypoglycémiant. Ou comment on peut associer aussi cette metformine à un inhibiteur de la DPP4 avec un sulfamide hypoglycémiant. Là, nous avons un schéma de l'intensification de l'insulinothérapie. Un patient qui est sous metformine plus une insuline basale ou un inhibiteur de la DPP4. En cas d'échec, on peut proposer la metformine plus un schéma de l'insuline basale plus une ou 3 injections de l'insuline rapide, soit metformine plus basale plus ou insuline plus un basal bolus. Les objectifs de la prise en charge d'un diabète de type 2. Les objectifs glycémiques sont estimés en fonction de la glycémie à jeun, de la glycémie postprandiale et de l'hémoglobine glyquée souhaitable. L'indication thérapeutique chez le diabète de type 1, les mesures sont adaptées au profil insulinique et minimiser le risque de l'hypoglycémie. Plusieurs protocoles d'insulinothérapie existent pour le diabète de type 1. Le plus utilisé reste le schéma basal-bolus, qui est fait d'une insuline basale plus 3 injections de l'insuline rapide. Nous avons aussi le schéma dit insulinothérapie conventionnelle, qui est fait de 2 injections par jour. Et ces 2 injections, c'est soit une insuline prémixée, ça peut être une insuline prémixée, une association de l'insuline intermédiaire avec une insuline rapide. Nous avons aussi les pompes portables que nous n'avons pas peut-être en Afrique. Nous n'avons pas, mais les pays développés en ont vraiment développé les pompes à insuline et qui sont vraiment, si je peux me le permettre, le meilleur traitement pour un diabétique de type 1 parce que c'est comme un pancréas artificiel et c'est vraiment une flexibilité dans la prise des repas et la gestion des glycémies. Là, nous avons un tableau qui représente les différents types d'insuline
qui existent sur le marché. Nous avons les insulines d'action rapide ou ultra rapide, les insulines d'action intermédiaire. Nous avons les insulines d'action lente ou ultra lente. Nous avons les insulines mixtes ou biphasiques. Là, vous avez les différents noms le délai d'action, le pic d'action, etc. Nous dirons que sous la pression de la mondialisation, les modes de vie se modifient sur l'ensemble de la planète, ce qui s'ajoute à la transition démographique pour produire une augmentation spectaculaire de l'incidence du diabète sucré. Le diagnostic du diabète sucré est un temps capital du fait de ses implications thérapeutiques et de son impact sur la vie quotidienne du patient. Il doit donc être posé de façon rigoureuse, surtout dans son volet typage et la recherche étiologique. Une consultation d'annonce doit être faite au patient et à son entourage comme dans toutes les maladies chroniques. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Hamza Dakao, pour cette brillante présentation sur le diabète sucré, qui constitue effectivement, comme tu l'as dit tantôt, un problème majeur de santé publique aux conséquences désastreuses, compte tenu également de ses atteintes multiviscérales. Merci vraiment pour ta disponibilité et pour cette présentation. Je rappelle que Dr Hamza Dakao est médecin endocrinologue exerçant sur le territoire nigérien. Il est également de la 7e promotion du numerus clausus, promotion dénommée promotion Fait Alouba. Voilà. Je sais que vous avez beaucoup de questions par rapport au diabète. Le diabète fait tout le temps couler les salives, mais je vous demande un peu de patience. Veuillez rassembler vos questions. Juste après la deuxième présentation qui sera faite par notre partenaire. Donc, vous aurez le temps de poser toutes les questions aux deux présentateurs. Cependant, je reviens encore. On a parmi nous notre cher maître, professeur Sidibé Assa Traoré, qui nous a rejoint en cours de présentation. Nous lui présentons nos excuses pour avoir commencé cette présentation sans son aval. Donc, professeur, vous avez notre bonsoir ce soir. Merci. Merci d'être parmi nous. C'est un honneur pour nous de vous avoir à nos côtés. Et merci également de continuer à nous assister. Inch'Allah. Merci beaucoup. Et je suis en train d'écouter avec vraiment beaucoup d'intérêt ces présentations. Et j'espère qu'il y aura également beaucoup de questions. Parce que le diabète, il a déjà dit, je suis désolé de n'avoir pas pu être connecté au tout début. Donc, on avait un problème de connexion. Donc, je sais qu'il a bien introduit et que j'ai vu le reste, le diagnostic, le traitement. Donc, j'écouterai le reste aussi avec intérêt. D'accord. Voilà. Merci beaucoup de votre fidélité à mon niveau. C'est nous qui vous remercions, professeur. Merci énormément. Sans plus tarder, nous passons la parole au Dr Traoré Papa Oumar, qui représente ce soir le laboratoire Biogarant, qui est notre partenaire pour cette présentation. Docteur Traoré, vous avez la parole pour 10 minutes pour faire votre présentation. Merci.